Compte rendu de la 79e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 20 février 2026 la 79e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. Du financement urgent de la gratuité des accouchements et de la prise en charge du nouveau-né. Le président de la République a tenu à rappeler que dans les cadres de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, le programme de la gratuité des accouchements et de soins du nouveau-né constitue une mesure emblématique destinée à réduire significativement la mortalité maternelle et néonatale. À la suite du lancement de ce programme, le 5 septembre 2023, il avait, lors de la 112e réunion ordinaire du Conseil de ministres tenue le 8 septembre 2023, instruit le gouvernement de mettre progressivement en place les instruments techniques, budgétaires et financiers nécessaires au renforcement durable de notre système de protection sociale. Au plan financier, la prise en charge gratuite des accouchements et des soins de nouveau-nés a reposé à la fois sur les financements du Trésor public et sur l'appui du programme multisectoriel de nutrition et santé financé par la Banque mondiale. Les résultats obtenus à ce jour sont significatifs, avec plusieurs millions d'accouchements assurés gratuitement et des nombreux nouveau-nés malades ou prématurés pris en charge à la satisfaction des bénéficiaires. Le président de la République a toutefois encouragé le gouvernement à sécuriser la suite du financement du PNMS afin d'éviter l'accumulation d'arriérés de paiement aux établissements de soins de santé ainsi que les risques majeur que cela peut entraîner sur les acquis du programme. La Première ministre a été chargée, en concertation avec son cabinet et de concert avec le vice-premier ministre, ministre du Budget, le ministre des Finances ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, à identifier et mettre en œuvre sans délai des mesures urgentes et pérennes de financement. Ces mesures devront, le cas échéant, intégrer l'implication de partenaires techniques et financiers disposés à accompagner les programmes dans les stricts respects des textes légaux et des accords en vigueur dans l'intervalle de solutions urgentes, dans l'intervalle des solutions urgentes devraient être mises en œuvre. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'auditer l'état liquidatif de la paye dans l'objectif de garantir la soutenabilité de nos finances publiques et d'assurer la continuité des opérations financières de l'État à travers le financement des priorités du gouvernement et des responsabilités de celui-ci, dont notamment les paies réguliers dans le délai des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, le président de la République a indiqué qu'il est indispensable de contenir les pressions croissantes exercées sur la trésorerie de l'État par l'accroissement de la masse salariale consécutive, entre autres, à l'engagement des nouvelles unités sans maîtrise suffisante des effectifs ni des mécanismes de vérification. Ces déséquilibres fragilisent la trésorerie publique et exposent les systèmes de paye à des tensions préjudiciables à la stabilité sociale. C'est dans ces contextes qu'il s'avère nécessaire de procéder à l'audit de l'état liquidatif de la paye. Le président de la République a tenu à souligner qu'il ne s'agit ni d'une mesure isolée, ni d'une réaction conjoncturelle, mais de la continuité d'une orientation constante en faveur de l'assainissement et de la discipline budgétaire. Cette démarche cohérente et réfléchie de redressement des finances publiques répond à une exigence de responsabilité républicaine qu'il a toujours affirmée. Il a rappelé qu'à l'occasion de la 42e réunion du Conseil de ministres du 2 mai 2025, il avait déjà insisté sur la nécessité des mesures urgentes d'assainissement dans un contexte marqué par l'augmentation des dépenses sécuritaires
et par les engagements souscrits auprès des institutions de Bretton Woods, notamment les Fonds monétaires internationaux, dans le cadre de la facilité élargie de crédit et de la facilité pour la résilience et la durabilité. Cette exigence a été réaffirmée lors de la 58e réunion du Conseil de ministres du 12 septembre 2025 en soulignant que la rigueur, la transparence et la responsabilité dans la gestion des deniers publics constituent un devoir républicain incontournable. Le salaire des fonctionnaires n'est pas une simple variable budgétaire. Il est un droit social fondamental, garant de la dignité des agents publics et de la stabilité des ménages. Assainir la paye ne vise donc nullement à fragiliser les agents régulièrement engagés, mais à les protéger contre les dysfonctionnements et les charges indues qui menacent la soutenabilité du système et provoquent des retards socialement inacceptable. L'audit de l'État liquidatif poursuit un double objectif: garantir que chaque rémunération versée corresponde à un droit légitime et à un service effectivement rendu, et sécuriser durablement les paiements réguliers et ponctuels des salaires. À cet effet, il a instruit la Première ministre chef du gouvernement d'en assurer la coordination stratégique avec le concours de l'Inspection générale des finances et des autres services de contrôle requis. Dans les mêmes ordres d'idées, il a engagé le vice-premier ministre, ministre du Budget, à garantir la stricte concordance entre effectifs budgétaires et effectifs rémunérés, et les ministres des Finances à renforcer le mécanisme conjoint des liquidations et des paiements fondé sur la disponibilité réelle de la trésorerie. Cette démarche vise à préserver la justice salariale, la stabilité sociale et garantit un cadre macroéconomique viable dans un esprit d'équilibre entre rigueur budgétaire et responsabilité sociale. Les résultats de l'audit ordonné sont attendus dans un délai de 30 jours. Le dernier point de la communication du président de la République au Conseil de ministres de ce jour a porté sur la stratégie des captations et des sécurisations du flux d'or en République démocratique du Congo. Le président de la République a rappelé que l'or constitue une ressource stratégique majeure pour les finances publiques et la stabilité macroéconomique de notre pays. Toutefois, une part importante de la production nationale échappe encore aux circuits officiels, en raison notamment de la prédominance de l'exploitation artisanale, de la porosité des frontières, des différentiels fiscaux avec certains pays voisins et des réseaux de commercialisation informels. Cette situation, a-t-il précisé, entraîne des pertes substantielles de recettes publiques, une sous-évaluation des exportations réelles, une fragilisation du contrôle des flux en devises, ainsi que de risques de financement des circuits illicites. Face à ces enjeux, la stratégie de captation et de sécurisation du flux d'or vise à intégrer progressivement la production artisanale et semi-industrielle dans les circuits officiels afin d'accroître durablement les recettes de l'État, de sécuriser les entrées des devises et de renforcer la souveraineté économique. Cette stratégie repose sur quatre axes principaux: la mise en place d'un système national de traçabilité et de centralisation de flux fondé sur l'identification des acteurs, l'obligation de vente via des comptoirs agréés interconnectés avec l'administration minière et la Banque centrale du Congo, ainsi que la centralisation des paiements dans les circuits bancaires officiels. L'instauration d'incitations économiques rendant les circuits officiels plus attractifs que le marché parallèle à travers un ajustement ciblé de la fiscalité, un mécanisme de prix indexé sur le cours international et des paiements rapides et transparents aux producteurs. Le renforcement ciblé des contrôles au point de sortie stratégique, appuyé par des audits réguliers, une supervision accrue des agents exposés et la coopération avec les services de lutte contre les flux financiers illicites. La consolidation de la coopération régionale par l'échange d'informations douanières et l'harmonisation
des mécanismes et des certifications afin d'éviter les déplacements de flux vers les frontières les plus permissives. Au regard du caractère stratégique de la filière aurifère, le président de la République a instruit, sous l'encadrement de la Première ministre avec le concours de son cabinet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de l'économie nationale, le ministre des Finances et celui de Mines, ainsi que celui du commerce extérieur, d'élaborer et de mettre en œuvre sans délai une stratégie intégrée, cohérente et opérationnelle de captation, de traçabilité et de sécurisation des flux d'or en vue de préserver les intérêts économiques et financiers de l'État et de lutter efficacement contre la fraude et la contrebande. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement a évoqué quant à elle la nécessité du renforcement des services de santé et des services essentiels dans le contexte de conflit dont la protection demeure au centre des préoccupations du gouvernement. À cet effet, elle a lancé le 17 février 2026 l'ouverture de la table ronde de haut niveau sur cette problématique, organisée conjointement par le chef des délégations du Comité international de la Croix-Rouge et de la délégation de l'Union européenne. Les membres du gouvernement intervenant au sein du cadre national de coordination humanitaire y ont également pris part. Lors de l'audience accordée, elle a échangé avec la commissaire européenne à l'égalité, gestion et réponse aux crises. Ensemble, elles ont rappelé la nécessité du respect du droit international humanitaire au regard de la situation dans l'Est. La commissaire européenne a réitéré l'engagement de l'Union européenne aux côtés des autorités gouvernementales, plus particulièrement en ce qui concerne le soutien au cessez-le-feu et la mise en place de couloirs humanitaires effectivement opérationnels, et ce pour la recherche de solutions durables et sécurisées. La Première ministre a réaffirmé l'engagement de l'État congolais en matière de respect de droit international humanitaire et la disponibilité du gouvernement pour apporter sa contribution à l'aide humanitaire en soutien à l'équipe humanitaire de la RDC. En rapport avec l'annonce de la commissaire européenne d'un déblocage de 81 millions d'euros, 68 sont destinés au financement de l'aide humanitaire à l'intérieur de notre pays et 13,2 au soutien des mesures régionales d'aide aux réfugiés et à la préparation aux catastrophes dans l'ensemble de la région de Grand Lac. Pour une gestion judicieuse de ces fonds, elle a demandé aux membres du gouvernement qui siègent au sein du CNDH, particulièrement le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, ainsi que les ministres de la Santé publique et celui de la Recherche de ressources hydrauliques et électricité, chacun en ce qui le concerne, de mettre en place des équipes de coordination provinciale, notamment à Ouvira et à Béni, dans le cadre du renforcement de la présence de l'État et de la restauration de l'autorité de l'État, de renforcer la collaboration avec l'équipe humanitaire de la RDC afin de retenir de commun accord les actions concrètes en alignement avec le plan de réponse humanitaire 2026. S'approprier les principales conclusions de la table ronde susmentionnée pour leur mise en œuvre concertée tout en s'assurant de la responsabilisation des différentes parties prenantes. Et 4, développer des mécanismes de communication et des suivis appropriés à tous les engagements et résolutions pris. Par la suite, la première ministre est revenue sur les suivis de recommandations parlementaires et la coordination de l'agenda législatif du gouvernement en perspective de la session de mars 2026. Elle a attiré l'attention des membres du gouvernement sur des exigences majeures liées à nos obligations de redevabilité institutionnelle et à la bonne coordination de l'action gouvernementale avec le Parlement à l'approche de la session ordinaire de mars 2026, principalement consacrée au contrôle parlementaire. Des recommandations avaient été transmises aux ministères sectoriels aux fins de leur prise en charge et d'élaboration des réponses appropriées.
C'est ainsi qu'en perspective de la session parlementaire à venir, elle a insisté sur la nécessité de transmettre en temps utile les différentes initiatives législatives portées par les membres du gouvernement pour leur inscription dans l'agenda législatif. Elle compte sur l'engagement et la diligence de chacun des membres du gouvernement afin de garantir une coordination efficace avec le Parlement. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la participation du président de la République à la 39e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine où la situation de la sécurité dans la partie est de notre pays a été débattue. La satisfaction de la population à la suite, la, la- la vive attente de notre population vivant dans la partie Est, dans la perspective de l'initiative de la restauration de l'autorité de l'État et l'ouverture de la frontière avec le Burundi pour soulager les compatriotes asphyxiés par la coupure des axes d'approvisionnement par les forces ennemies. La satisfaction des sportifs congolais et des amoureux du foot en particulier, consécutive à la décision de la FIFA rendu public le 16 février 2026, déboutant la Fédération nigériane de football qui contestait l'alignement de plusieurs joueurs binationaux congolais lors du match de barrage du Mondial 2026. Sur le volet administratif, le vice-premier ministre a informé le Conseil qu'il a supervisé les transferts des données biométriques collectées lors de la dernière opération d'enrôlement des électeurs entre la Commission électorale nationale indépendante et l'Office national d'identification de la population à l'occasion d'une cérémonie officielle intervenue le 19 février 2026. Le Conseil a également été informé de la poursuite de l'opération Ndobo notamment dans la province du Haut-Katanga, sur l'axe Lubumbashi-Likasi, au village de Ndumbe spécifiquement, où 76 présumés criminels ont été arrêtés. Quant à Kinshasa, les présumés bandits urbains transférés devant les juridictions continuent à être jugés. Ceux qui sont condamnés sont transférés dans les prisons à haute sécurité. Le vice-premier ministre a aussi donné rapport de l'atelier qu'il a animé avec les experts de ministères sectoriels concernés en présence de la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, ainsi que des représentants de la ville de Kinshasa en vue de l'élaboration d'un projet d'intervention d'urgence relatif aux effets collatéraux de la démolition et à la réinsertion communautaire et sociale des sinistrés de Pakadjouma et Kawele. À l'issue de cet atelier, un projet d'intervention d'urgence a été adopté visant l'assistance et la réinsertion communautaire de plus de 20 000 ménages provenant de Pacajuma et de ces deux sites sont également concernés par ces processus, les habitants des sites de Baramoto et Kawele. À cet effet, une commission interministérielle ad hoc a été mise en place afin d'assurer la coordination et le suivi de cette action dont l'objectif est de sécuriser les populations, de prévenir les risques et de restituer les espaces appartenant à la Société nationale de transport et ports, ONATRA. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, représentant les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale en mission, a passé en revue la situation sécuritaire et opérationnelle sur les différents fronts. Dans les provinces du Nord et du Nord Kivu et du Sud Kivu, les attaques ennemies ont été repoussées par les unités terrestres de nos forces armées. De même, elles ont fait échec aux attaques ciblées de nos vecteurs aériens. Cette situation a ainsi conduit à plusieurs éditions de hommes en uniforme du côté de la coalition RDF-AFC AM23. Face à la persistance de la menace des ADF-MTM dans la province de l'Ituri et dans l'espace Grand Nord au Nord Kivu, les forces armées poursuivent l'opération de neutralisation des djihadistes dans la zone comprise entre les territoires de Beni et d'Irumu. S'agissant du mouvement insurrectionnel CRP de Thomas Lubanga, la pression exercée par nos forces armées ont conduit à la reddition de plusieurs insurgés. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale,
et ancien combattant représenté par son collègue de la fonction publique, a rassuré de la détermination de forces armées à poursuivre ses actions face aux violations récurrentes des accords de cessez-le-feu par la coalition RDF-AFCM 23 et aux attaques de la coalition CRP Zahir en vue de préserver les espaces territoriaux, de sécuriser la population et de restaurer la paix. Dans les triangles Congo central, Kinshasa, Grand Bandundu, nos forces armées restent en alerte alors que se poursuit le processus de désarmement, des démobilisations et des sensibilisations des insurgés Mobondo par des équipes installées localement et supervisées par le ministre délégué en charge des anciens combattants. Évolution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a passé en revue les développements de la conjoncture économique du pays. Il a indiqué que le contexte économique intérieur est resté globalement stable dans un contexte marqué par une inflation hebdomadaire contenue. En effet, la poursuite de la décélération du rythme de formation des prix a été constatée au cours de la deuxième semaine de février 2026. Le taux d'inflation hebdomadaire s'est fixé à 0,11% contre 0,15% la semaine précédente, portant les cumuls annuels à 1,27% contre 1,35% à la même période en 2025. En glissement annuel, le taux d'inflation s'est établi à 2,18% contre 10,64% à la période correspondante de 2025. Sur les marchés de change, les francs congolais s'est bien comporté en enregistrant des légères fluctuations sur les marchés interbancaires et parallèles. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des principaux produits de base intéressant l'économie congolaise se sont globalement bien comportés. Le gouverneur de la Banque centrale a informé le Conseil de la signature d'un contrat d'achat d'or conclu entre DRC Gold Trading pour la constitution de réserves en or monétaire selon les standards en vue plutôt de la constitution des réserves en or monétaire selon les standards internationaux. Il a conclu son intervention en réitérant ses recommandations pour, notamment, au gouvernement pour la perception des impôts, taxes et redevances en monnaie nationale uniquement afin de soutenir la demande du franc congolais et la poursuite des efforts visant la mobilisation de ressources intérieures. Au sujet de la situation épidémiologique, les ministres de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale a présenté la situation générale du pays. Au sujet du choléra, la tendance à la baisse s'est poursuivie à la sixième semaine épidémiologique. Des nouveaux cas notifiés sont passés de 1369 à 1265 entre-temps. 54 malades actifs sont pris en charge dans les centres de traitement du choléra. Une vigilance particulière est requise pour le cas observé à la prison de Makala notamment. Au sujet du Mpox, la tendance à la baisse s'est aussi consolidée au cours de la semaine sous examen. Les nombres des nouveaux cas suspects a chuté de 231 à 163 par rapport à la semaine précédente. Les actions menées en termes de riposte sont renforcées, surtout vers le Haut-Katanga. Note d'information relevant du secteur de la fonction publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présenté au Conseil la note sur la poursuite du processus de mise à la retraite des agents de carrière de services publics de l'État. Il a annoncé la sortie prochaine d'une quatrième vague de retraite pour un effectif de 1200 agents de carrière de services publics de l'État et dont les actes déjà apprêtés seront incessamment transmis pour sanction aux autorités compétentes. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a rappelé que ces processus de mise à la retraite est un levier essentiel dans l'atteinte d'autres objectifs stratégiques du gouvernement, en ce qui concerne notamment le rajeunissement compétitif et qualitatif des ressources humaines de l'État, en ce sens que la chance est désormais donnée à toutes les filles et à tous les fils du pays d'entrer dans l'administration publique grâce à leurs mérites. L'avancement en grade, notamment pour les plus méritants, et a passé des décennies sans bénéficier des titularisations, encore moins de la promotion.
la stabilisation des effectifs dans les services publics au travers l'application du principe du non-remplacement automatique de chaque départ à la retraite. Note d'information relevant du secteur du plan. Les ministres d'État, ministres du Plan et de la coordination de l'aide au développement a présenté au Conseil la circulaire fixant les orientations spécifiques pour l'élaboration des prévisions des dépenses en capital pour l'exercice budgétaire 2027. En effet, cette circulaire met l'accent sur un processus de sélection des projets fondé sur des critères objectifs, transparents et préalablement définis applicable à des projets évalués, matures et prêts à être budgétisés. Aussi consacre-t-elle le principe de la maturité de projet comme condition préalable à leur inscription au programme d'investissement public. Cette approche vise à réduire l'inscription des projets insuffisamment préparés, souvent à l'origine de retard, des surcoûts et d'inefficience dans l'exécution budgétaire. Elle consolide en outre le rôle de la conférence de programmation des investissements publics comme cadre central de concertation entre le pouvoir central, les provinces, les entités territoriales décentralisées et les structures techniques intervenant dans la chaîne de l'investissement public. Enfin, le ministre d'État, ministre du Plan, a sollicité l'accompagnement du gouvernement quant à la prise en compte effective des innovations introduites par la dite circulaire dans l'élaboration de leurs dépenses en capital. Note d'information relevant du secteur de l'industrie. Le ministre d'État, ministre de l'Industrie ad interim, a fait le point de la mission économique conjointe République démocratique du Congo, République sud-africaine. Il a précisé que cette mission, sanctionnée par une réunion bilatérale du niveau ministériel tenue le 2 février 2026, a marqué un changement qualitatif dans la coopération bilatérale entre nos deux pays, laquelle coopération est désormais orientée vers des investissements productifs concrets, structurés et suivis. Ils ciblent les secteurs prioritaires suivant notamment l'agro-industrie, santé-industrie, pharmaceutique, infrastructures industrielles et logistiques et enfin mine-énergie. Les orientations stratégiques, les actions entreprises dans le cadre de la mission ainsi que les recommandations ont été expliquées. Au sujet de l'état d'avancement de l'opérationnalisation de la zone économique spéciale de Moussompo, censé abriter le projet de fabrication des précurseurs de batteries en première phase, puis la production des batteries et voitures électriques en province du Lualaba, le ministre d'État, ministre de l'Industrie ad interim, a rassuré que le redimensionnement du site a été matérialisé et validé par la mission interministérielle qui a séjourné récemment. Il a conclu par la feuille de route des mesures et actions à mener par le gouvernement en vue de la réalisation de ces projets dont les financements est déjà sécurisé par Afrixim Bank. Note d'information relevant du secteur de la justice. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a informé le Conseil de la reprise des activités du Fonds spécial des réparations et d'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FRIVAO, conformément aux décisions prises lors du Conseil de ministres du 24 janvier 2026. Cette reprise d'activité, a-t-il précisé, s'effectue en deux phases. La phase d'indemnisation collective, les versements aux communautés et groupes des victimes identifiés débutent immédiatement. Cette phase répond aux besoins urgents des populations affectées par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Indemnisation individuelle, un audit du fichier des victimes sera lancé avant les débuts des versements individuels. Cet audit permettra de vérifier l'éligibilité des bénéficiaires et d'assurer une répartition équitable et transparente des indemnités. À propos de la suite du projet de l'électrification de la ville de Kisangani, il a été proposé au gouvernement qu'un nouveau contrat soit signé entre Congo Énergie et les ministères de la Justice avec les ministères de Ressources hydrauliques et énergétiques et la SNEL comme garant des aspects techniques et la FRIVAO comme co-bailleur. La neuvième note d'information au Conseil de ministres de ce jour a concerné les secteurs de l'éducation. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, a informé le Conseil du lancement du programme national d'alimentation scolaire
en marge de la célébration de la Journée africaine d'alimentation scolaire. Pour marquer ces tournants politiques, une mission de haut niveau conduite par la première ministre s'est rendue à Kalemi dans la province du Tanganyika. Cette mission consacre le lancement national du programme en marge de la célébration de la Journée africaine de l'alimentation scolaire et débutera par une visite technique de la cantine et des jardins de potager afin d'illustrer le lien entre production locale et alimentation. Elle a précisé que ces programmes bénéficient de l'accompagnement de l'Agence française de développement AFD. La 10e note d'information a concerné à la fois les secteurs des télécommunications, de l'économie numérique, ainsi que celui de la communication et des médias. Donnant suite à l'instruction du président de la République du 9 janvier 2026, le ministre de Postes et Télécommunications a fait les rapports sur la nécessité de garantir l'accès effectif et fiable aux services de télécommunications, du numérique et de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. Il a d'abord évoqué les rencontres et échanges qui ont eu lieu avec toutes les parties prenantes publiques ainsi que privées du secteur de l'industrie des télécommunications, du numérique et de l'audiovisuel directement impliqués dans la qualité des services offerts à notre population, notamment les opérateurs des téléphonies mobiles, les fournisseurs d'accès à Internet et les entreprises spécialisées dans la construction et la gestion des infrastructures passives des télécommunications, mais aussi les entités publiques concernées sous l'encadrement des ministres sectoriels, notamment celui de l'économie numérique ainsi que celui de la communication et des médias. Pour chaque aspect, les points a été fait sur les diagnostics, les actions conjoncturelles et structurelles menées et ou envisagées, ainsi que les sanctions éventuelles préconisées, autant qu'une série de recommandations pour garantir une amélioration durable, mesurable et vérifiable de l'ensemble des services des télécommunications, du numérique et de l'audiovisuel de notre pays. Il a été complété par les ministres de l'économie numérique et les ministres de la communication et des médias qui ont souligné la nécessité de réaliser des études techniques et financières permettant de déterminer le coût de projet. Ces études permettront, avec l'appui des partenaires financiers et les structures techniques nationales, de financer urgemment le trois secteurs afin de répondre aux exigences de la modernité, de l'évolution technologique, garantissant la qualité des services au peuple congolais qui, dans les secteurs de l'audiovisuel, passe notamment par les déploiements effectifs de la TNT dans les 56 villes en République démocratique du Congo, mais aussi par le processus de salubrité médiatique déjà engagé et en cours de finalisation au niveau du ministère de la Communication et des Médias. La 11e note d'information du secteur concernait les secteurs de droits humains. Les ministres de droits humains a fait le point au Conseil de l'évaluation de la situation de droits humains et de la rédaction du rapport sur les violations massives des droits des populations civiles après 12 mois d'occupation des villes de Goma, Bukavu et leurs environs par les Rwandais et ses supplétifs. Il a indiqué que les travaux préparatoires sont en cours depuis le 20 janvier 2026 et ils ont été marqués par un point de presse qu'il a animé le 24 janvier dernier. Ce travail se fait avec le concours de la Commission nationale des droits de l'homme, du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme et de la société civile, représentés principalement par les réseaux des défenseurs de droits humains des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi que de la CAGE, de la ZADO et de la nouvelle société civile. Les experts de différents ministères concernés par cette question participeront également à la rédaction proprement dite du rapport. À la fin de travaux, un rapport détaillé, un rapport synthèse sera publié dans le respect des normes des protections des témoins ainsi que des victimes. La dernière note d'information du Conseil de ministres de ce jour a concerné les secteurs du genre. La ministre du Genre, Famille et Enfants a informé le Conseil de l'organisation des activités du mois dédié à la femme, donc le mois de mars qui commence dans les prochains jours qui sera aussi marqué par les activités célébrant la promotion et les droits des femmes. En effet, les thèmes internationaux retenus pour cette année, à savoir droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles, est décliné au niveau national sous les thèmes droit garanti,
autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles en République démocratique du Congo. En marge de la célébration du 8 mars, a-t-elle indiqué, il se tiendra à New York aux États-Unis du 10 au 21 mars 2026 la 70e session de la Commission de la condition de la femme au siège de l'Organisation des Nations Unies. Les calendriers d'activités prévus par le ministère du Genre a été passé en revue. Ces activités visent notamment à renforcer la promotion et la protection des droits des femmes et des filles, à mobiliser les partenaires techniques et financiers et à consolider les engagements nationaux et internationaux de la République en matière d'égalité de sexe. L'accompagnement du gouvernement a été sollicité quant à toutes ces notes d'information. Le Conseil de ministres en a pris acte. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 78e réunion ordinaire du Conseil de ministres tenue les vendredis 13 février 2026. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, consacré à l'examen et à l'adoption de textes, deux textes ont été soumis à l'examen aujourd'hui. Il s'agit pour le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, du projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 3 mars 2026. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi. L'autre texte soumis à l'examen au Conseil de ministres de ce jour a été soumis par le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, le projet de décret portant mise en œuvre de la politique nationale de la formation professionnelle. Ces textes consacrent la formation professionnelle comme un levier efficace de croissance économique et d'insertion sociale, capable de doter notre pays d'une main-d'œuvre compétitive et qualifiée, répondant aux standards nationaux et internationaux. Il confirme ainsi la vision claire et les orientations stratégiques du gouvernement face aux défis majeurs du développement socio-économique et des besoins urgents du marché de la main-d'œuvre congolaise qualifiée. Après débat et délibération, cet autre texte a été adopté. Commencé à 14h30. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h45. Je vous remercie.